Je vais être très très honnête, c'est vrai que la moitié de la salle s'est demandé ce qu'ils venaient de voir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve en ce samedi matin avec Marie, bon matin Marie, Bonjour à tous. et Romuald. Hello, hello. Alors ce matin on va aborder le film d'animation Le Garçon et le Héron, le dernier film des studios Ghibli et de Miyazaki du coup. Alors si je dis pas de bêtises, Miyazaki était en retraite et il est sorti de sa retraite pour faire ce film, c'est bien ça Romuald? Ah ouais, totalement. Alors il est sorti il y a longtemps, parce que si j'ai bien compris, le film a quasiment pris 7 ans. Donc le précédent était un peu un film bilan sur son enfance, que j'ai pas vu, j'ai raté et tout ça. Et là, il arrive un peu par surprise, parce que là, il a un âge quand même extrêmement respectable. Et puis en plus, le studio a été revendu à une chaîne télé pour être pérennisé. C'est-à-dire que là, le studio est peut-être en plus au bout de sa vie de production. On est un peu dans une incertitude. Et on en reparlera, et voilà, on attend un peu Miyazaki, qu'est-ce qu'il va faire, produire et tout ça. Et bon, bah voilà, le king de l'animation, c'est qui c'est, quoi. Miyazaki, effectivement, le studio Ghibli. Alors, c'est Ghibli, on dit normalement en japonais. Alors, Ouais, c'est Ghibli. contre-instinctif pour nous de dire ça parce qu'on le lit forcément Ghibli, mais au Japon, ça s'appelle Ghibli. Un studio à qui on doit Nausicaa, Mononoke, Chihiro. Marie, ma question, Totoro. c'est, et à toi après, Romuald, c'est votre relation au film de Miyazaki et de Ghibli, Marie. Alors moi, j'ai toujours été bercée par Miyazaki, par son univers, par le studio Ghibli de manière un peu plus large, hein, pas que Miyazaki, mais j'ai été bercée depuis ma plus tendre enfance par ces différents univers. Donc c'est toujours avec cette curiosité de jeune enfant que j'aime découvrir ce qu'il peut nous proposer de nouveau. Et toi, Romuald? Eh bien, bizarrement, pareil que Marie, alors que j'ai quasiment le double de son âge. Tout bêtement parce que l'équipe qui est à la base, il faisait un dessin animé quand j'étais petit qui était Heidi. Et puis, moi, j'ai souvenir assez jeune, petit, d'avoir vu un truc qui passait sur France 3 qui s'appelait La Princesse des Étoiles, qui m'a obsédé longtemps, qui est en fait une adaptation remontée par les Américains de Nausicaa. Et puis, quand je commençais à être un peu plus âgé, il y avait le fameux Sherlock Holmes avec les chiens en animation. Et puis après, je faisais venir les cassettes en import japonais avec des trucs, tout ça, pour découvrir les Miyazaki. Et je me souviens d'avoir passé Totoro en japonais, sous-titré en anglais, à comment ça s'appelle, des chercheuses russes qu'on avait au laboratoire, qui l'avaient passé à leurs enfants et qui m'avaient dit, ils n'ont rien compris évidemment, mais ils ont tous été fascinés. Donc j'ai longtemps milité et découvert, en plus au cinéma, souvent avec des rétrospectives. Et puis je crois que c'est Mononoke, le premier, vraiment on a vu avec une grande sortie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quasiment toujours ils sont diffusés en VO sous-titré, les Miyazaki, à tel point le doublage est important. Mais le doublage original voulu par Miyazaki. Et Alors, puis après, je me permets, j'ai ouais, un rapport très vas-y. particulier aussi avec la musique. J'ai oublié la musique, enfin Joe Hisaishi, Forever. Voilà. Kitano et tous les autres. Ouais, alors effectivement, moi j'ai un rapport un petit peu différent. Je suis beaucoup moins fan que vous. Je reste très très attaché à ce que tu disais, Sherlock Holmes, la série de Sherlock Holmes qui pour moi vraiment est symbolique de cette animation, de ces mouvements qu'on retrouve dans les personnages, voilà, de Miyazaki. Voilà. Pour autant, moi je le dis, je suis pas forcément fan. J'apprécie la technique, j'apprécie énormément la musique. Pour moi, la musique, c'est vraiment c'est un personnage à part entière du film. C'est un soutien. On peut pas imaginer un Miyazaki, un Ghibli sans Joe Hisaishi. Enfin, c'est impossible pour moi. Malgré ça, voilà, je sais pas, c'est l'univers. Est-ce qu'il est trop fantastique? Je sais pas je sais pas quoi dire. Mais il y a toujours quelque chose, moi, m'empêche de rentrer totalement dedans. Voilà. Totalement dedans. Mais bon, ça reste personnel. En revanche, et là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Autant on va dire que j'ai apprécié les autres films pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils racontaient, même si pour moi, ça ne me touchait pas, j'arrivais à comprendre en tout cas ce que les gens y trouvaient. Autant là, dans Le Garçon et l'Héron, je me demande vraiment ce que j'ai été voir. On a été le voir en famille, on a été le voir en VO sous-titré. On a eu le même rapport avec ma femme et mon grand qui vient d'avoir 18 ans. On est sorti du film.
Et d'ailleurs, elle m'a fait toute une liste, Émilie, pour que je n'oublie rien, hein, parce que c'est un petit peu la quatrième qui aurait dû être là aujourd'hui. Malheureusement, elle travaillait, elle n'a pas pu être là avec nous ce matin. Mais on avait à peu près les mêmes choses à dire. Et je n'ai pas compris ce film. Alors, on va pas tout de suite spoiler, mais il est tellement, je l'ai trouvé méta, que pour le coup, je me suis dit, mais quand est-ce que l'histoire elle commence? Et on parlait de la musique. Et alors là, pour moi, la musique, là, c'est grosse, grosse déception. Alors, je vous ai vu sur les réseaux, a priori, pour vous, c'était pas le cas, mais alors moi, Ouais. jusqu'à la fin, j'attendais le grand thème qui allait m'emporter, qui allait me dire, bah ça y est, on est dans un Miyazaki, on est dans un Ghibli, et de Mm. reconnaître cet univers, et j'avais l'impression que là, c'était, je vais le dire comme ça, le film de trop. Marie, ton impression, toi? Alors moi j'avais énormément aimé Le vent se lève, car Mm. justement c'était un retour à ses sources, son enfance, mais surtout à ses passions. Miyazaki est un grand passionné de tout ce qui se passe dans les airs, ça on le sait, de tout ce qui est un peu de ce type de technologie-là. Et ça se ressent profondément et je trouve qu'il avait mis un cœur incroyable à réaliser Le vent se lève. Et Le garçon et le héron, il faut le dire quand même objectivement, ça reste un très beau film, mais je trouve qu'en tant que dernier film de carrière, pour moi, il n'est pas à la hauteur du vent se lève. Je trouve que Le vent se lève, mais terminer un petit peu un cycle, ce que ne fait pas forcément Le garçon et le héron, qui est un peu un film de plus dans l'univers de Miyazaki et par les studios Ghibli, mais qui n'est pas forcément le film de fin de carrière que j'aurais attendu pour lui, contrairement au vent se lève, qui jouait très bien ce rôle, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi et je reviens aussi sur une chose que j'ai pas dit. Par contre, au niveau de la technique, effectivement, irréprochable. Je dirais même qu'il y a des scènes que j'avais pas forcément vues dans les Ghibli précédents, que j'ai trouvé encore plus belles sur les jeux des couleurs, sur les nuages. Il y avait quelque chose vraiment qui se transcendait ce qu'il avait fait jusque-là. Alors, et toi, Romuald, ton avis général? Alors, moi, je suis en train de regarder Le vent se lève, donc voilà. Alors, moi, il est différent, et je vais être très très honnête. C'est vrai que la moitié de la salle s'est demandé ce qu'ils venaient de voir. Bon. Moi, j'ai été profondément touché par le film, et pour moi, le film a deux thématiques extrêmement claires. C'est le deuil et la passation. C'est-à-dire le moment où l'enfant rentre dans l'âge adulte sur les acquis de sa famille ou de la transmission. Après, sur le film et la musique, il y a deux choses qui m'ont touché. C'est-à-dire que pour moi, Miyazaki, il y a des fois les décors, les personnages sont ramenés un simplicisme qu'on retrouve dans la musique aussi d'Isashi. Isashi est revenu à une pureté musicale. Moi, la musique, j'écoute en boucle. Donc, je ne peux pas dire que je l'aime pas. Et Dieu sait que j'ai quasiment tous les albums d'Isashi. C'est-à-dire que tu as d'un côté, quand il n'a pas besoin que ça soit efficacement, graphiquement, il revient à un essentiel. Et à côté de ça, on a vu pour moi le feu comme on l'a jamais vu. On a vu la nature mise en œuvre comme on l'avait jamais vu dans Miyazaki, et Dieu sait qu'il a dessiné la nature. Et on retrouve en même temps tout un tas de thèmes, d'images. On va clairement, tu vois, aux enfers. Il y a des créatures qui passent, les âmes. Et à côté de ça, moi j'ai fini mais le film en larmes, retourné, mais comme une vieille chaussette et tout. Et à côté de ça, je voyais bien que les d'autres gens pas. Donc c'est un ressenti particulier. Ma femme a été aussi bouleversée par le film. Et pour moi, t'as pas forcément besoin d'avoir vu les autres Miyazaki, mais pour moi justement, c'est le Miyazaki suprême. C'est-à-dire que il s'est donné la liberté de faire tout ce qu'il n'a pas pu faire forcément avant, d'essayer l'animation qu'il aurait peut-être voulu faire. Moi, j'ai lu tout ce qu'on a dit sur le film après, que je n'ai pas compris. Tout ce qui est caché, mais je vais pas voir un film, si tu veux, pour comprendre 15 pages de sous-texte. C'est comme quand je lis Watchmen, j'ai un bouquin entier qui m'explique ce que j'aurais dû trouver. Si je l'ai pas au moment où je lis, voilà. Moi, le film m'a profondément touché, mais je sais que je suis pas forcément la majorité de très très loin. Et visuellement, musicalement, voilà. Mais alors là, par contre, on a vu des choses graphiquement, le feu, enfin, des choses sur la nature et les couleurs qu'on n'avait jamais vu en animation pour moi. Alors, je te rejoins sur ce que tu dis au niveau de Donc l'animation, voilà. effectivement. En revanche, et puis sur ce que tu dis aussi sur l'univers de Miyazaki. Mais alors là, moi, je te rejoins sous un autre angle. Il y a des fois, j'avais presque l'impression que c'était les cases à cocher, tu vois. Il y avait les petits êtres mignons, etc. Alors, j'ai essayé de pas trop spoiler. Mm. Et il y avait les grands-mères. Enfin, il y avait des personnages, il y avait des environnements qu'on retrouvait et qui étaient presque caricaturaux que tu attendais. Mm. Bon, après, c'est parce que c'est un univers, c'est comme ça, c'est normal. Bon, je ne veux pas non plus en faire tout un drame. En revanche, là où moi où vraiment ça m'a bloqué, c'est par rapport à vraiment à l'ensemble de son œuvre. Et là, pour le coup, je compare vraiment à Chihiro, à Mononoke, à Nausicaa, etc. C'est que là, il manque pour moi des explications.
Il manque vraiment quand même beaucoup, beaucoup d'explications. Alors, tous les films n'ont pas forcément besoin d'explications. Là, 2001, l'Odyssée de l'espace, on a Inception, où des fois, il y a des choses qui sont laissées libres à l'interprétation. Mais en revanche, là, pour moi, il y avait des choses qui me gênaient. On en parlera probablement plus dans la partie spoiler. Mais, euh, mais à un moment donné, il y a donc ce monde, on va dire, onirique et ce monde réel. Et ça s'entremêlait tellement que, enfin, voilà, ça manquait d'explication ou alors ça manquait d'interprétation extérieure, peut-être d'un personnage ou quelque chose. Et du coup, voilà. Je veux pas en dire trop, mais ça a été mon sentiment. Et toi, Marie? Je suis d'accord avec vous 2, je pense qu'il y a un équilibre entre les 2. En effet, il y a moins d'explications. Après, quand on connaît un petit peu Miyazaki, on sait que c'est un artiste profondément pacifiste, que tous ses films ont ce fond de pacifisme et de messages à faire passer. C'est vrai que si on ne connaît pas Miyazaki, on peut se demander un petit peu quel est le but de ce film. Lorsqu'on le connaît, on sait très bien qu'il y a des messages profondément pacifistes et de paix qui vont être retrouvés un peu partout dans le film. C'est souvent le but et ce qui transpire le plus dans ses œuvres. Sur ce film-là, pour Le Garçon et le Héron, je pense qu'il faut en effet beaucoup laisser parler les ressentis, les sentiments. Comme disait Romuald, c'est vraiment un sentiment qui est propre à chacun. Il faut essayer de ne pas se prendre la tête à surinterpréter chaque scène et chaque message. Il faut vraiment se laisser aller dans les émotions, car c'est un film très, 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 très émotionnel au final. Mais c'est vrai que si on part en essayant de comprendre le film et de réfléchir dessus, on peut passer à côté de la vraie nature finalement de cette œuvre. Tu rejoins ça, Romuald, tu... Oui, alors moi je me posais la question inverse en fait. Tu as l'impression d'avoir un best-of de Miyazaki. Pour moi, en fait, on est racine de l'œuvre de Miyazaki. C'est-à-dire que là, il te montre un peu tout ce qui a donné l'origine de ce qu'il a fait. C'est-à-dire les grands-mères, les personnages, tout ça. Tu peux te dire que les autres films prenaient un petit bout de son imaginaire, de ce qu'il faisait, et que là, tu peux considérer que tu es dans l'œuvre la plus personnelle qu'il ait faite. C'est une œuvre où lui, il a dû mettre plein de sous-textes en se disant je le fais comme je le veux, et puis les gens comprendront ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est un film en plus qu'on peut revoir, 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 revoir. Ça dépend aussi peut-être ce que tu ressens. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il est allé aussi si loin dans l'animation. C'est-à-dire, il sait peut-être que c'est la dernière fois qu'il fait un film d'animation. Et le film, il y a quand même, en dehors de l'émotion qu'il transmet, la mise en image qu'il a mis, je pense qu'il n'a pas voulu sous-titrer plus pour faire peut-être son œuvre la plus brute, tu vois, et aussi la plus forte dans ce qui est le métier d'animateur. Parce qu'on sait qu'il était quand même très présent sur tout ce qui était l'animation. Et il y a des trucs, hein, on a vu passer des flèches, on a vu passer le feu, il y a l'eau, les cheveux, la nature. Et quand même, on dit à Miyazaki avec Nausicaa et d'autres, elle fait de la nature, mais la nature, on est à des degrés pas possibles. Et puis après, toi, tu parles du monde des rêves, et moi, c'est pas le monde des rêves que j'ai vu. Donc c'est ça aussi, ça dépend. Et je trouvais que, en fait, le message est assez clair dans la base pour plein de choses. Et il y a des moments où on dit tel personnage, c'est tel personnage, et ça t'est clairement dit. Je veux dire, t'as pas de doute sur qui tu as rencontré, comment tu l'as rencontré. L'histoire des portes, on en parlera peut-être en spoiler ou pas, mais ça t'est clairement expliqué ce que c'est. Après, voilà. Et je trouve qu'en plus, la partition musicale vient souligner par des petites notes, tu vois, très discrètes. Et pour moi, il y a un thème en plus, vraiment, tu vois. Mais c'est aussi contemplatif. Il faut que j'arrête de parler d'ailleurs. Mais voilà, c'est-à-dire, j'ai vu des choses, mais je me suis dit, oh là là, on va passer l'histoire avec les grenouilles et tout. Enfin moi, vraiment, ça m'a retourné. Mais je suis dit, j'ai bien conscience d'avoir été un des rares. Non, Voilà. on pourrait t'écouter pendant des heures, je te rassure, Romuald. Je vais finir là-dessus avant qu'on passe au spoiler. Je vous demanderai de donner votre avis aussi. Alors, effectivement, j'inviterai quand même les gens à aller voir, ne serait-ce que pour on va dire, l'ambiance graphique, voilà, qui est formidable. Je pense à voir d'abord au cinéma avant de le voir à la télévision, effectivement. En revanche, peut-être n'y aller pas seul. C'est intéressant d'y aller avec quelqu'un et ensuite d'échanger dessus, parce que c'est ça aussi, c'est à ça qu'amène le film. Quand on sort, on n'a pas été voir un Marvel où finalement on a été voir un divertissement où on sort, on peut on peut reprendre son cerveau. Là, on se pose quand même des questions. On se dit qu'est-ce qu'on a été voir, qu'est-ce que ça signifie, comment tu l'as ressenti. On a eu tout ce débat après et on va en reparler dans la partie spoiler. Et toi, Marie? Pareil, moi, c'est un film que j'ai trouvé
important à voir au cinéma pour permettre sur grand écran et avec une belle qualité de prendre toute l'ampleur du travail qui a été fait derrière. C'est très important. Joe Hisaishi, bon, moi j'en ai pas parlé, mais j'ai appris à jouer du piano sur les partitions de Joe Hisaishi, donc c'est aussi une très grande histoire personnelle que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert. Enfin voilà. Et là, je suis d'accord que ça peut paraître un peu moins marqué que dans certaines autres œuvres, son thème musical, mais il revient régulièrement. Il est très discret parce que ce film est très discret aussi, mais il est toujours là et il arrive au bon moment à revenir et à nous faire ressentir des choses et à appuyer les moments qu'il faut appuyer dans cette œuvre. Je trouve que c'est quelque chose de très complet qui nous est proposé aujourd'hui et je le reverrai avec plaisir car je pense qu'il y aura plusieurs niveaux de lecture à avoir sur ce film. Donc allez-y, voyez-le au cinéma pour la beauté de ce qui est proposé et n'hésitez pas à le revoir et peut-être à se re-questionner dessus après parce que je pense qu'il y a vraiment matière. Romuald. Oui, voilà, c'est que qu'on aime ou pas après le film. Alors, je pense qu'il faut pas y aller si on est un peu déprimé, parce que c'est un film quand même qui remue quand même sur des choses simples. Après, voilà, c'est l'intérêt de le voir et sur grand écran et je pense en VO sous-titré, parce que au moins on aura vu une animation comme on n'en verra peut-être plus avant très longtemps, et comme on n'en a pas tant vu que ça, même du côté de Miyazaki. C'est un spectacle visuel d'abord, et puis après, voilà, nous, on en a beaucoup parlé derrière. Et puis, ouais, on a tellement parlé de films, tu vois, qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Là, il y en aurait de quoi faire des kilomètres et des kilomètres sur nos divergences, nos interprétations. Et puis, c'est beau, c'est beau. Oh putain que c'est beau. Les divergences, on va en parler tout de suite dans les spoilers. Alors, moi, la façon dont je l'avais interprété, comme tu l'as dit, c'est le deuil. Voilà, on est complètement dans le deuil, et c'est un film qui fait en fait comment on interprète le deuil. Pour moi, le personnage principal, le héros, le jeune garçon, il doit faire le deuil de sa mère, et pour faire le deuil de sa mère et passer à autre chose, il doit abandonner ce qui est ce monde onirique, enfin qui n'est pas vraiment un monde onirique, a priori c'est un monde extraterrestre, ou etc., créé à partir de cette pierre. Tu me C'est les donneras enfers. tu me donneras ton interprétation ensuite. Mais voilà, il doit faire le deuil de cette mère, il doit accepter le nouveau couple de son père, sa nouvelle mère du coup, son futur demi-frère ou demi-sœur, je sais plus. Et voilà, il doit accepter tout ça, et à la fin, il a le choix entre finalement essayer de refuser le monde, ne pas grandir, rester dans ce monde onirique, ou bien grandir et refuser de prendre la succession de son ancêtre, et puis finalement retourner dans le monde réel et arrêter cette boucle où finalement il voit que son ancêtre qui avait créé ce monde, il n'était pas plus heureux que ça. Il avait créé un monde qui pensait parfait, mais il n'est pas parfait, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui luttent pour le pouvoir, il y a des défauts, il y a des morts, etc. Et là, je te laisse la parole avant de... Tout à l'heure, je parlerai pour Émilie, voilà, qui m'a fait sa petite liste. Marie, je commence avec toi, ton interprétation. Alors, c'est drôle parce que j'ai pas du tout finalement la même interprétation, ou en tout cas assez différente. Certes, le deuil, bien sûr, de sa mère est très présent. Pour moi, il y a quand même pas que ça. On parle d'un temps de guerre, on parle d'une guerre qui a été extrêmement marquante. C'est quand même Miyazaki a grandi au Japon. Dans cette période-là, on sait à quel point ça a été marquant et traumatisant pour les Japonais, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, mais ça a été quelque chose de très particulier. Là, on parle de guerre, d'humanité et surtout d'espoir. Moi, c'est ça que je vois au final, c'est l'espoir, car c'est un film qui est profondément positif. Car malgré ce que ce petit garçon a vécu en temps de guerre, perdre sa mère, déménager, refaire sa vie, voir son père refaire sa vie ailleurs avec sa tante, il a été totalement bougé, ce petit garçon, et on pourrait croire que il pourrait en effet vouloir faire le monde à sa façon et le refaçonner. Et son oncle est là pour proposer, dire voilà, comment est-ce que toi tu ferais le monde? Et finalement, le message d'espoir, c'est que le monde est peut-être pas si laid que ça. Oui, il y a eu des choses catastrophiques, oui, il y a eu des atrocités, mais le monde n'est pas si laid. Et ce petit garçon porte un message d'espoir profond, grandiose. Et à travers ce deuil, il est là pour dire non, c'est à nous de faire le monde. On ne peut pas le fabriquer, mais on peut juste faire en sorte de l'améliorer et de travailler ensemble. Il parle d'amitié, il parle de famille, et de travailler ensemble pour que le monde soit meilleur, mais tel qu'il est. Toi, Romuald, ton interprétation. Ouais, moi, l'interprétation, après,
elle peut être brutale sans avoir le côté magique, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va aux enfers, qui, pour moi, il est limite en train de mourir, et il choisit la vie. Et il revient dans notre monde. Voilà. Donc tout ce qui aurait pu se passer était dans sa tête. Quelque part, il s'est pas suicidé, mais il est allé chercher quelque chose, il est coincé, il meurt, et il décide de se battre pour vivre. Après, ce que Miyazaki amène, c'est le rapport toujours avec les âmes. C'est-à-dire qu'on découvre ce monde où les âmes naissent, et en fait, tout le monde ne revient pas à la vie. Sa mère, qui a été détruite par le feu, si c'est vraiment elle, le feu est son pouvoir. Et il rencontre sa mère, on nous dit clairement que c'est sa mère, et au moment où il y a des portes, elle va aller dans le passé, reprendre sa place, donc il va la laisser mourir, et quelque part, elle lui dit, oui, mais s'il n'y a pas tout ça, je vis pas, en fait. Et le message de la guerre est aussi terrible, parce que le feu, tout ça, clairement, c'est dit aussi dans l'histoire, le pire est à venir, et c'est l'arme nucléaire, c'est la destruction des armes atomiques. Enfin, je dirais, le message par rapport à l'explosion nucléaire, c'est clairement dit. Le film, d'ailleurs, ne va pas le montrer, on est après. Le film va faire un cut à la fin, où tu découvres, il a grandi, il est passé. Et derrière la transmission des histoires, tout ça, tu sais pas si Miyazaki te parle de ça, comment lui il a découvert l'écriture, les histoires, c'est ce que lui il a peut-être donné envie de vivre. Et le garçon, cette personne qui est là pour raconter des histoires, ça peut être le grand architecte de l'univers, ça peut être quelqu'un qui est choisi dans notre monde, alors s'il n'y a pas un dieu, et quelqu'un qui travaille dans le monde des âmes et qui intervient, ou c'est simplement ce garçon a accepté de vivre et en même temps décider de raconter des histoires, et Miyazaki parle de lui. C'est ce qu'a expliqué le responsable, le directeur du studio, hein. C'est que son oncle et tout ça, c'est Takahata. Donc après, on sait ce que Miyazaki a mis. Nous, ce qu'on y voit, voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui gère son chagrin, qui à un moment a possibilité peut-être de changer ce qui s'est passé, et comprend que changer, bah, ça ne permet pas d'avancer. Et il décide d'avancer. En plus, il n'y a pas de méchant quelque part. C'est-à-dire que sa belle-mère est adorable, son père, il est bien. Son père va tout faire pour le retrouver, alors qu'ils sont perdus, tu vois. On sait que sa propre mère a disparu un moment, donc on te laisse entendre que sa propre mère a peut-être vécu cet endroit-là. Mais c'est un film aussi qui est baigné par le feu, par la mort, par l'exécution, et qui est beau. Voilà, on voit les images avec les bandes LED, avec le feu. Enfin, visuellement, enfin, il y a des moments, tu te dis, moi, je n'aurais pas montré peut-être à mon fils. Le film est quand même, tu te prends ça dans le visage avec une force. Et quand toi, tu as un certain âge, que tu as connu ces questions-là, c'est peut-être pour ça, moi, le film m'a quand même bouleversé par. Tu as l'impression de quelqu'un qui se retourne sur sa vie et qui se pose des questions, ce qu'il aurait pu mieux faire, qu'est-ce qu'il a laissé, qu'est-ce qui étaient ses moments clés. Et pour moi, il te dit pas forcément ce que lui, il a fait. Il te propose peut-être une façon, toi, de te poser des questions dans ta vie. C'est pour ça que j'aime ce film. Il te parle peut-être plus de toi que de lui. Et peut-être aussi une symbolique par rapport même au studio Ghibli, je trouve. C'est finalement, vaut-il mieux que quelqu'un reprenne le studio, continue le studio ou reparte de zéro finalement, construise son propre projet et génère son propre héritage parce que finalement le studio Ghibli c'est aussi l'héritage de Miyazaki. Est-ce qu'il y a pas ça? Mais c'est amusant quand même de voir comment tous les 3 on a interprété de façon différente et Oui. pourtant elles sont toutes les 3 cohérentes. Enfin, elles se tiennent complètement. Et c'est là, moi, ce que je disais avant dans la partie non spoiler par rapport à ce que tu dis, Romuald. Moi, ce qui m'a gêné quand même, c'est le fait que euh, si tu veux, il n'y avait pas forcément une coupure nette entre les deux mondes, tu vois. On a vraiment l'impression que c'est ce gamin, tu sais, qui se réveille et il sait plus trop s'il est encore dans son rêve ou bien s'il a fini de rêver, s'il est réveillé. Alors à la fin, il y a la vieille qui sort de sa poche. Alors, on est censé être revenu dans le monde réel, entre guillemets, dans la vie, comme tu dis, mais il y a cette magie qui est encore là. Alors, est-ce que la magie, tout le monde l'a vue, vraiment? Ou est-ce que lui a eu le sentiment de le voir comme quand on est enfant, qu'on essaie de se souvenir de ses souvenirs d'enfance, on essaie de ramener des briques comme ça pour compléter le souvenir, et qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui était du rêve, qu'est-ce qui était de l'imagination? Là, c'est vrai, on est un peu perdu, on ne sait pas. Je prends quand même la parole pour prendre des choses qu'Amine m'avait notées. Effectivement, elle, tout ce monde onirique, ça lui a mis, enfin, ça lui a fait se poser des questions
Complètement, le bateau où il va creuser sur un bateau pour planter quelque chose alors que c'est censé être du bois. Enfin voilà, il y a des choses comme ça Le qui sont bateau, c'est Charon, tu vois, par exemple, hein, c'est le voilà passeur des morts, hein. il y a des choses qui sont pas expliquées à un moment. Enfin, on voit beaucoup Mmh. de. Tu parles des bateaux, ben voilà, on voit beaucoup de bateaux sur le fond. Toi, tu l'interprètes comme ça, justement, comme les morts qui sont sur leur bateau. Donc, effectivement, ça renforce ça renforce ta thèse. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas expliquées. Et surtout, moi, il me manque quelque chose. Et Émilie, c'était pareil. C'est la relation entre le père et le fils. Parce qu'on a quand même un fils qui vient de perdre sa mère. Et son père lui annonce, écoute, la sœur de ta mère, c'est ta nouvelle mère. Alors, je me doute qu'en 1900, je ne sais pas en quelle année ils sont, 44 ou 45, on ne sait pas trop, c'est peut-être quelque chose qu'on voit plus souvent arriver, mais pour une audience moderne en 2023, peut-être qu'il y a un petit truc à expliquer quand même, une relation à un moment donné, à se dire, bon, bah, voilà, peut-être que lui aussi, il a un rejet de cette tante, parce que voici, là, il l'a forcément, il y a cette scène assez malaisante au début, où on voit la tante qui te dit, tiens, regarde, touche mon ventre, c'est son petit frère qui t'attend. On voit bien qu'il est mal à l'aise, on sent que nous, on s'est un petit peu aussi mal à l'aise, parce qu'on vient de comprendre qui était ce personnage par rapport à lui. Donc il y a une relation qui me manque entre ces personnages pour moi. Romuald, tu te tournes la tête, t'en Non, peux mais plus là. parce que pour moi, c'est pas ça, c'est que je me suis dit, c'est le point de vue c'est son point de vue à lui. C'est-à-dire que même si tu as l'impression que c'est vu de l'extérieur, c'est biaisé par son ressenti. Il rejette son père, il est fâché, il est en colère contre son père. La scène du début avec le feu, quand il n'arrive pas à sauver sa mère, mais c'est. Enfin, tu vois. Et pour moi, je me suis toujours dit, ce film-là, bien que tu as l'impression que c'est filmé de l'extérieur, c'est sa vision d'enfant. C'est-à-dire que même toi, par rapport au monde, que pour moi, le monde des esprits, parce qu'on finalement, c'est très proche de Chihiro, hein, dans le monde des esprits, les petites figurines, tout ça, mais c'est la vision qu'a eu l'enfant. C'est-à-dire que tu vas me te dire qu'il a passé tout son temps malade dans son lit, après s'être frappé, et que c'est son délire de fièvre, tu vois. Et pour moi, c'est que tout est biaisé par son regard d'enfant. C'est-à-dire que sa belle-mère, tout ce qu'elle fait, tu vois qu'il est toujours sur la retenue. Il a perçu sa gentillesse, mais il n'arrive pas à l'accepter. Son père, tu vois qu'il est là, qu'il vient le défendre, mais lui, ce qui retient, c'est que son père, il fait tourner son usine. Et bien filmé de l'extérieur, c'est, pour moi, c'est la colère d'un enfant. C'est la colère d'un enfant, et c'est l'acceptation d'un jeune adolescent à la fin. Mm. Et tout le film est conçu comme ça, avec les armes qui se donnent. Est-ce que ce monde des esprits est réel? Est-ce qu'il rencontre vraiment sa mère qui, quelque part, adoube ce mariage? Ou est-ce que c'est son chemin de pensée intérieur, dans la maladie, dans la fièvre? Et je m'en moque quelque part, parce que on y met ce qu'on veut. Et c'est un film qui est bien, parce que pour moi, j'apprécie qu'on ne me prenne pas par la main, et que chacun puisse venir avec son repas. Et peut-être que je le reverrai dans 10 ans, et j'en verrai autre chose. Et c'est aussi ce qui est puissant, même dans Totoro, si tu réfléchis bien. Est-ce que Totoro existe vraiment? Ou est-ce que tu n'as pas deux petites filles qui sont en train de perdre leur maman, et c'est une façon de se raccrocher à leur chagrin, tu vois? Mm. Marie? Moi, ça se rapproche un petit peu aussi du point de vue de Romuald. J'ai beaucoup pensé à Shiro et à Totoro pendant ce film, car justement, la magie qui est présente, où on n'a jamais vraiment de limite nette entre la magie et la réalité, entre cet autre monde et le monde entre guillemets qu'on voudrait réel, parce qu'encore une fois, c'est une question d'interprétation. Ça vraiment vient servir le récit. Le récit est très important car ce point de vue magique va nous permettre d'avoir une autre interprétation et d'avoir une autre représentation de certaines émotions, de certains faits que la réalité ne peut pas représenter. Parce que finalement, les émotions, c'est ça, les émotions, ce n'est pas concret, ce n'est pas palpable. Et je pense que ces univers magiques que Miyazaki utilise beaucoup permettent de développer davantage ces ressentis qui sont après propres à chacun. On le voit là, on a tous les trois des interprétations très différentes. Et c'est ça un petit peu la magie justement de Miyazaki, c'est de nous permettre, par ces autres univers, ces autres mondes, de servir nos émotions. Et je ne suis pas particulièrement choquée par la relation qu'il y a entre son père et ce petit garçon. Encore une fois, on est dans un contexte de guerre très, très, très prenant, qui a été très marquant. Son père qui est un grand industriel de l'aéronautique et finalement sa tante qui, on le voit bien, vient d'une famille avec beaucoup d'argent. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'une relation d'intérêt, mais on ne peut pas mettre de côté que peut-être son père a voulu servir aussi son industrie. La preuve en est, il est prêt à tout pour sauver son industrie, jusqu'à quand il y a un incident à l'usine, mettre tous les ouvriers ou le matériel dans la maison de famille.
On voit aussi que quand il a des problèmes à l'école, son père est prêt à payer pour qu'il n'aille plus à l'école. Donc finalement, ce petit garçon, il est élevé dans ce contexte d'après-guerre où il a perdu sa mère et avec un père qui donnerait tout pour son industrie. Donc je suis pas très choquée par cette relation avec cette tante. Par contre, je trouve réellement ce message d'espoir est là encore représenté, car au final, ce qui va entraîner ce garçon à aller dans cet autre monde, c'est pas uniquement la promesse de revoir sa mère, mais c'est aussi le fait d'aller sauver sa tante. Car au début, il y va certes parce que le héron lui met la carotte de voir sa mère et il dit bon, je sais que c'est faux, mais il faut que j'en ai le cœur net. Et là où il plonge vraiment dedans, dans cette aventure, c'est pour aller sauver sa tante. Donc il y a une réconciliation et il y a un parcours pour cet enfant d'acceptation, de reconnaissance aussi, qui est important et qui est pour moi très 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 beau. Voilà, vous l'aurez compris, on a des avis assez divergents et pourtant qui se rejoignent quand même sur de nombreux points. C'est un Miyazaki, c'est un Ghibli. Il y a des choses vraiment différentes de ce qu'on trouve dans les autres films, ne serait-ce que sur on va dire, le niveau d'accompagnement, comme tu dis, Romuald. C'est peut-être ça que je retiendrai, en tout cas, de cette émission, dont on arrive déjà à la fin. Alors, on est obligé de se quitter parce que je sens bien qu'on pourrait y passer 3 heures dessus. On aurait des choses à dire, on pourrait l'analyser, le suranalyser. Il y a d'autres chaînes qui le font bien mieux que nous, mais ici, c'est la pause pop. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Marie, merci Romuald. À très bientôt. Merci à toi, À bye. bientôt!